Voilà, on m'entend? Oui. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance de dissection d'un cerveau qui se déroule dans le cadre de la Semaine internationale du cerveau. C'est une semaine qui est organisée chaque année et qui a vraiment pour but de vous sensibiliser à l'importance de la recherche et des avancées qui sont toujours nécessaires pour avancer, je vais dire, dans les traitements de toutes ces maladies neurodégénératives que vous connaissez. Vous avez tous entendu parler de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques. Vous avez déjà vu des gens paraplégiques, des gens qui ont des troubles de l'attention, toute une série de problèmes. Tout ça demande encore énormément d'énergie au niveau et de soutien financier au niveau de la recherche pour avancer dans les traitements. Ces traitements progressent vraiment bien. Pour ceux qui étaient là ce matin, ils ont pu le voir notamment pour la sclérose en plaques. Les traitements ici en 20 ans ont progressé d'une manière phénoménale. Donc tout ça est vraiment important et cette semaine internationale du cerveau qui se déroule partout dans le monde a vraiment pour objectif de vous sensibiliser à ce problème. Elle se termine demain, mais commence demain une autre semaine importante qui est la semaine du printemps des sciences, qui est aussi importante et qui a aussi pour objectif de sensibiliser déjà aussi depuis le plus jeune âge les jeunes à toutes les sciences, pas seulement le cerveau, mais alors là, à toutes les sciences, la physique, la chimie, la bio, la géo, les maths, tout ça est vraiment développé durant cette semaine du printemps des sciences, qui sera inaugurée aujourd'hui par notamment, nous avons ici l'honneur de recevoir aujourd'hui, il va arriver pendant la dissection ici que je vais vous faire, Monsieur le ministre Marcourt, qui est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias. Il nous fait l'honneur de venir participer à cette séance pour inaugurer la semaine du printemps des sciences. Donc, il va intervenir oralement pendant ma dissection, donc je lui donnerai la parole à un moment. Et je pense que c'est terminé pour mon diaporama. Et je vais tout de suite commencer par la dissection. Vidéo. Je vais allumer ma caméra. Est-ce que je peux te demander de jouer le caméraman, s'il te plaît? Le caméraman, simplement venir à la caméra pour ne pas qu'elle se mette en pause. Je vais t'expliquer, c'est gentil, merci. Tu vois, ici, il faut, là, sur ce bouton-là, tu zoomes ou tu dézoomes, tu vois, là et là. Tu vois ce que je fais en allant... Quand je te demanderai de le faire, tu pourras simplement le faire. Et ceci, c'est un petit... qui te permet d'un peu mobiliser la caméra. Ça va? Tu veux bien le faire? C'est gentil, merci. Alors, donc ici, j'ai apporté différents cerveaux humains qui nous sont en fait, qui nous parviennent grâce au service d'anatomie ici de l'Université de Liège. Et ce service fait appel évidemment aux dons, aux legs de corps via les médias. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Et donc, ce sont des gens qui ont donné leur corps à la science. Et je vais commencer par sortir un premier spécimen que je vais mettre ici. Alors, on va centrer la caméra pour être au bon endroit. Non. Hop. Où est-ce qu'on est? Voilà, comme ça, c'est bon. Là, on le voit bien. Alors déjà, à votre avis, donc ici, pardon, il est fixé, donc évidemment ce n'est pas un cerveau fraîchement prélevé, c'est un cerveau qui a été fixé dans du formol pendant un certain temps, ensuite il a été bien rincé pour ne pas qu'on soit intoxiqué par les vapeurs de formol. Que pensez-vous que ça pèse, un cerveau comme ceci? Comment? 500 grammes, un peu plus quand même. 1 kilo, en fait, ça représente 2% du poids corporel. Donc, pour quelqu'un qui pèse 70 kilos, son cerveau fera environ 1400 grammes.
Le cerveau des hommes est un petit peu plus lourd que le cerveau des femmes. Ça n'a rien à voir avec les compétences respectives de l'un ou l'autre sexe, pas du tout. C'est plutôt lié au poids, à la taille d'un homme qui est d'habitude quand même plus importante que celle d'une femme. Donc on est environ à 1,4 kg, 1,5 kg, 2% du poids corporel. Ici, il est un peu dur, si vous voyez, je vais peut-être m'asseoir. Il est quand même assez dur de consistance parce qu'il a été fixé. Normalement, je devrais avoir, dans votre cerveau maintenant, vous avez un organe beaucoup plus spongieux, je veux dire beaucoup plus mou que celui que je vous présente ici. Alors, comme vous le voyez aussi, qu'est-ce qui vous frappe au niveau de sa surface? Qu'est-ce que vous remarquez? Si je vous montre, par exemple, ceci à la place, est-ce qu'on les voit? Oui. Tu peux peut-être un peu zoomer sur les petites choses que je montre ici. Voilà. Si on va... Hop, voilà. Regardez un petit peu. Ceci, ce sont des cerveaux. Ceci ici, c'est un cerveau de rat. Et là, j'ai un petit cerveau d'une souris. Qu'est-ce qui vous frappe si vous regardez un petit peu l'aspect global? Évidemment, la taille est tout à fait différente, mais qu'est-ce qui est frappant également? Il n'y a pas de pli, il n'y a aucun pli sur la surface du cortex des rongeurs, par exemple, donc des mammifères inférieurs ou des vertébrés inférieurs. Par contre, sur un cerveau humain, vous voyez, il y a énormément de plis, des plicatures qui vont donner naissance au gyrus, donc à ces différentes régions, ces différentes gyrifications du cerveau. Pourquoi est-ce qu'on a dû, nous, les vertébrés supérieurs, faire des plis comme ça? Pourquoi est-ce que le système a mis en place, je vais dire, une plicature du cerveau? Tout simplement pour en augmenter la surface. Évidemment, imaginez notre cerveau, il est enrobé dans notre boîte crânienne. Cette boîte crânienne, elle n'est pas du tout extensible, elle est inextensible. Nos os du crâne sont complètement soudés. Et donc, vous avez le cerveau qui, à la naissance, n'est pas du tout mature et doit encore maturer. La myélinisation n'est pas du tout complète. Et vous devez donc encore augmenter la surface du cerveau. C'est pour ça que vos os ne sont pas soudés à la naissance. Vous allez avoir une maturation du cerveau jusqu'à l'âge... la maturation se termine assez tard, mais je veux dire, les os vont se souder vers 1 an et demi, 2 ans. Et donc, vous avez pour ça l'espace qui devient restreint. Et pour augmenter la place, le cerveau a commencé à faire des plis, ce qui augmente la surface du cortex. Si je dépliais le cortex comme ceci, j'aurais une surface d'environ 2200 cm², ce qui est quand même déjà pas mal. Si on déplie le cortex d'un chimpanzé, par exemple, là, on aurait seulement 500 cm². Le chimpanzé qui était déjà capable de quand même tailler des outils pour aller chercher à manger, des choses comme ça. Nous, avec toutes les fonctions supérieures dont nous sommes capables, nous avons une surface plus importante qui est d'environ 2200 cm². Alors, comme vous le voyez, si je prends maintenant un deuxième cerveau, autre chose va peut-être vous... Je ne sais pas si on le voit bien, mais simplement, si je les mets comme ceci, tu peux peut-être dézoomer pour qu'on les voit bien. Mais qu'est-ce qui vous frappe déjà, rien qu'à les revoir l'un à côté de l'autre? Celui-ci possède encore ses ménages. Le premier que je vous ai montré possède encore, en tout cas, une partie de ses ménages. Le deuxième ici n'a plus ses enveloppes de protection, donc qu'on appelle les ménages. Si je complète combien de couches de ménage est-ce qu'on a? 3. Vous savez comment on les appelle? Durmère, arachnoïde et pimère. Très bien. La durmère, c'est vraiment celle qui est juste en dessous de l'os du crâne. J'en ai une ici avec moi. Qui, quand on ouvre l'os du crâne, se présente comme ceci. Ici, je vais essayer de la replacer sur le cerveau. Voilà. Donc, quand on ouvre l'os du crâne, on voit tout d'abord apparaître cette couche de ménage ici, qui est la durmère. La durmère, elle est épaisse, elle est solide. C'est la couche de ménage la plus solide. Elle fait quelques millimètres d'épaisseur. Et si je tire dessus, vous pouvez voir, en tirant même fort, je ne la déchire pas. En dessous, on va avoir l'arachnoïde.
L'arachnoïde, mais je vais un petit peu l'enlever ici. Je vais essayer de l'enlever un petit peu ici. C'est une couche beaucoup plus fine et un petit peu plus difficile à enlever. Elle contient ces vaisseaux. C'est pour ça que vous avez les... Voilà, ici j'enlève l'arachnoïde. Je ne sais pas si on le voit bien. Oui. Voilà. Et la pimère, je ne saurais pas vous la montrer. Elle est tellement fine que pour ça, pour la voir, il faut faire des coupes, il faut aller au microscope pour voir la pimère. Mais comme vous le voyez, quand j'enlève ici l'arachnoïde, on voit bien qu'elle accompagne en fait chacun des replis de notre cerveau, chacune de ces circonvolutions du cerveau. Donc voilà. Ça, c'est donc pour les méninges. Alors, si je prends mon cerveau où il n'y a déjà plus d'arachnoïdes, comme ça, il est déjà prêt. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Tout d'abord, quand on observe un cerveau, ça vous le savez tous, on a deux hémisphères, le gauche et le droit, qui sont séparés par une scissure qu'on appelle la scissure interhémisphérique. Donc ça, c'est ce grand, voilà, cette grande scissure ici, c'est un sillon profond qui va donc délimiter l'hémisphère gauche de l'hémisphère droit. Ensuite, vous avez d'autres repères anatomiques importants qu'on appelle aussi des sillons, des scissures. Vous les connaissez peut-être avant que je ne donne les réponses. Quel sillon connaissez-vous à la surface du cerveau? Le sillon de Rolando, ça vous parle? Ou le sillon central de Rolando? Il est situé, que je le repère sur le cerveau ici, il est situé ici, là où je vais passer mon doigt ou mon petit stylet ici. On a le sillon de Rolando qui va permettre déjà de délimiter la partie antérieure du cerveau qu'on appelle le lobe frontal, de sa partie un peu plus postérieure ici qu'on appelle le lobe pariétal. Donc on a ce premier repère anatomique important, la scissure de Rolando. Ensuite, on a celle de Sylvius, le sillon de Sylvius, qui est ici. Ça va, on voit bien? Ok. Le sillon de Sylvius qui est ici en l'horizontale, qui lui va délimiter dans sa partie inférieure ici en dessous, le lobe temporal. Donc lobe temporal, frontal, pariétal. Ensuite, il m'en reste un anatomiquement, je vais dire bien délimité. Ce serait lequel? Celui qui est à l'arrière, comment est-ce qu'on l'appelle celui-là? L'occipital, très bien, c'est le lobe occipital. Pour le voir, il faut que mais je ne vais pas le couper tout de suite, il faut voir, il est délimité par un sillon qui est sur la partie médiane du cerveau que je vous montrerai tout à l'heure. Donc pour le moment, on a 4 lobes, frontal, pariétal, temporal, occipital. Maintenant, on va passer un petit peu aux fonctions de ces différents lobes. Alors, que savez-vous du lobe frontal? À quoi est-ce qu'il vous sert, votre lobe frontal? Est-ce que c'est plus une fonction motrice? Est-ce que c'est plus une fonction sensitive, déjà? Motrice, très bien. La partie, je vais dire, la plus proche, je vais dire, la première circonvolution ici, c'est ce qu'on appelle la circonvolution motrice ascendante. Elle fait partie donc du lobe frontal et c'est dans cette région-là que se trouvent les neurones qui vont donner l'ordre à vos muscles de bouger. C'est un ordre volontaire, c'est vous qui décidez de tel ou tel mouvement à réaliser. Et c'est grâce aux neurones situés dans cette région-là du cortex qu'on appelle le cortex moteur frontal que l'on peut réaliser les mouvements de manière volontaire. C'est cette région-ci. Elle est précédée, toujours dans le lobe frontal, un petit peu plus ici en avant, par des aires qu'on appelle des aires prémotrices. Ces aires prémotrices, ce sont des régions qui vont aider à réaliser un mouvement, je vais dire, correct, adéquat, harmonieux également. Donc quelque chose qui va vous permettre, par exemple, quelqu'un qui joue du violon, il faut quand même que les mouvements soient coordonnés dans un ordre bien précis. Tout cela est préparé, je vais dire, par vos aires ici prémotrices en avant de l'aire motrice primaire. Donc ça, je vais d'abord parler de toutes les aires primaires, ensuite je viendrai au reste. Donc, une des fonctions principales du lobe frontal, c'est l'aire motrice. Si je passe au lobe pariétal, à quoi est-ce qu'il va principalement servir?
En fait, c'est le lobe qui va recevoir énormément d'informations sensitives. Donc, la circonvolution ici, qui est juste à l'arrière du sillon de Rolando que je vous ai montré, ce sillon-ci, cette circonvolution-ci, reçoit des afférences. Donc, c'est ce qu'on appelle la circonvolution pariétale ascendante. Et c'est là qu'arrive toute une série d'informations sensitives, du genre je sens une mouche qui se promène sur mon bras, je viens de marcher sur une punaise, je me sens toutes ces sensations de toucher, tactile, chaud, froid, douleur, tout ça arrive au niveau du cortex ici, pariétal, somesthésique, comme on l'appelle aussi, sensitif. Ensuite, on passe au lobe temporal. Quelle est la fonction principale, primaire, je veux dire, du lobe temporal? Est-ce que quelqu'un sait ça? Il fonctionne bien pour vous pour le moment, c'est fort activé parce que vous m'écoutez, donc vous entendez. Donc c'est l'aire auditive primaire. L'aire auditive primaire, elle est localisée plus ou moins ici à l'arrière, dans le fond de la scissure de Sylvius. Dans le lobe temporal, vous avez l'aire auditive primaire, c'est-à-dire que c'est là qu'arrivent les informations qui arrivent de l'oreille interne, qui suivent tout un chemin bien particulier que je ne vais pas détailler maintenant, mais qui vont donc arriver dans votre cortex temporal ici, qu'on appelle donc, cette région-là, c'est l'aire auditive primaire. Ensuite, le lobe occipital, à quoi va-t-il servir, lui? À la vision, exactement. Donc c'est vraiment dans l'extrémité vraiment du lobe occipital, vraiment ici tout au bout, qu'on va avoir l'aire visuelle primaire. Cette aire-là, elle vous est très utile évidemment, mais elle n'est utile que pour voir, pas pour interpréter ce que vous voyez. Elle permet juste de voir, mais vous ne pouvez pas encore dire « Ah oui, c'est mon pote, ah oui, ça c'était mon prof de biologie de 5e humanité ». Non, ça ne vous permet pas du tout d'interpréter ce que vous voyez. C'est juste la fonction voir. Ça, c'est l'aire primaire. J'insiste sur ces aires primaires parce que si on regarde toute la surface du cerveau, ces aires primaires n'utilisent absolument pas toute cette surface. En fait, on a une grosse partie du cerveau, tout ce qui est préfrontal, une grande partie du lobe pariétal, une partie du lobe occipital qui ne sont pas du tout occupées par ces aires primaires. Par quoi sont-elles occupées? Alors, à quoi servent-elles? Est-ce que quelqu'un a une idée? Comment est-ce qu'on les appelle, ces aires-là? Si je vous parle des aires associatives, est-ce que ça vous dit quelque chose? Je ne sais pas si on vous en a parlé, mais ces aires associatives, elles occupent 75% de votre surface corticale. Et elles vont servir justement, ce sont elles qui sont fort développées, beaucoup plus développées dans le cerveau d'un humain, comme vous et moi, que dans le cerveau d'un vertébré, d'un mammifère inférieur. On en distingue souvent trois grandes régions, je veux dire, d'aires associatives, trois grandes aires associatives. Une que l'on appelle le carrefour temporo-pariéto-occipital, donc il est vraiment ici, donc il occupe une partie du lobe temporal, l'arrière du lobe temporal, une partie du pariétal et une partie de l'occipital. On en a une en préfrontal ici, juste à l'avant du lobe frontal, je vais vous expliquer son rôle. Et puis on en a une troisième qu'on appelle le lobe limbique, la partie limbique, notre système nerveux limbique, qui est aussi une aire associative, dont je vais reparler dans quelques minutes, parce que les structures qui y sont appliquées sont plus sur la partie interne du cerveau que sur sa partie externe. Si je parle tout d'abord du carrefour ici, temporo-pariéto-occipital, lui, il va vous servir à intégrer toute une série d'informations sensitives. Donc, vous devez parfois intégrer plusieurs données à la fois, quelque chose que vous entendez avec quelque chose que vous voyez. Tout ça doit être intégré et interprété pour ensuite permettre une réponse adéquate par rapport au stimulus que vous venez de recevoir. Donc, tout ça est géré, toute cette réception d'informations et une intégration d'informations permettant une réponse adéquate va être analysée dans ce carrefour temporo-pariéto-occipital. Par exemple, un exemple tout bête, je ne sais pas, moi, vous vous promenez dans la forêt et vous croisez un sanglier. Bon, ben, vous le voyez, ben, il faut
vous allez peut-être avoir peur, donc vous allez peut-être devoir vous mettre à courir, vous cacher. Donc ça va demander une décision quand même motrice. Un acte moteur doit être déclenché par rapport à ça. Ben, tout d'abord, il aura fallu intégrer cette information sensitive. Je l'ai vu, je sais que c'est un sanglier, je sais qu'il est potentiellement dangereux, donc je dois agir en conséquence. Toute cette réflexion se fait grâce à votre carrefour temporo-pariéto-occipital, qui va alors du coup envoyer des informations vers l'avant du cerveau, qui va lui préparer l'acte moteur de manière correcte et vous aider à prendre une décision. Je dois fuir parce que j'ai vu un sanglier, ou je dois changer de chemin parce que je croise... Ah, ça c'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a peut-être une déconnexion. Attends, ça va peut-être revenir. Ah, ok. J'en étais... Oui, donc le cortex ici en préfrontal va donc permettre de préparer un mouvement adéquat par rapport à toute une série d'informations qui ont été reçues. Par exemple, vous êtes piéton, vous devez traverser la route, le feu, enfin il n'y a pas de feu, mais bon, vous voyez, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, comme on l'a tous appris, et vous devez quand même évaluer, tiens, il y a une voiture qui vient, est-ce qu'elle est suffisamment loin, est-ce qu'elle roule vite, est-ce qu'elle ne roule pas vite, est-ce que j'ai le temps d'y aller, est-ce que je n'ai pas le temps, tout ça demande une intégration d'abord visuelle, peut-être auditive, en fonction de ce que vous entendez aussi, intégré dans ce cortex, dans cette partie réceptrice, qui va dire alors au lobe frontal ici à l'avant, qui va vous permettre de prendre une décision, j'y vais ou j'y vais pas, je traverse ou je traverse pas. Donc ça c'est préparé dans le lobe frontal. Et puis si vous décidez d'y aller, ben, vous avez les aires prémotrices qui vont vous permettre de préparer l'acte moteur qui va vous permettre de traverser au passage pour piétons de manière adéquate. Donc tout ça est vraiment très très bien organisé. Cette aire aussi préfrontale est aussi appliquée dans une autre fonction très importante qui est votre comportement social. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'accident d'un certain monsieur qui s'appelait Phineas Gage. Est-ce que vous en a déjà parlé? C'est un jeune Américain qui, dans les années, je pense que c'était en 1848, c'était un jeune homme qui travaillait sur une ligne de chemin de fer. Il construisait une ligne de chemin de fer aux États-Unis. Et il a malencontreusement reçu une barre de fer qui lui a traversé, il avait la bouche ouverte au moment où l'accident est, il lui a traversé la bouche et la barre de fer a traversé carrément son lobe frontal. Il a très bien survécu, ce monsieur, mais avec le temps, il a développé un comportement social inadéquat. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a un comportement social inadéquat, on ne se comporte pas normalement. Du genre, c'est quoi se comporter normalement? Si vous croisez... vous n'aurez pas la même réaction si vous croisez votre pote dans le carré ou votre professeur de biologie. Vous allez peut-être pas avoir le même discours, vous n'allez peut-être pas avoir le même comportement. Mais le monsieur ici qui a eu l'accident, lui, il était complètement désinhibé, comme on dit. Il n'y avait plus de comportement social adéquat. Donc c'est comme ça un peu qu'on a trouvé cette fonction vraiment du lobe antérieur, ici du lobe frontal antérieur, le rôle qu'avait cette région dans l'adéquation de notre comportement social. Alors, si j'en reviens à mon cerveau, la troisième aire donc, associative, comme je vous l'ai dit, c'est le système limbique, c'est le lobe limbique, qui va servir notamment, qui est très important pour les émotions et pour votre mémoire. Alors, il n'est pas délimité, lui, anatomiquement par différentes scissures. C'est plutôt un lobe fonctionnel, donc on sait qu'il joue un rôle dans la fonction mémoire, dans la fonction émotion, mais on ne peut pas le délimiter par certains sillons. Je vais pour ça couper du coup le cerveau ici en deux. Je vais d'abord enlever la base.
Non, avant de le couper, excusez-moi, je préfère d'abord vous montrer la base. On va faire comme ça, je le couperai après, c'est mieux. Voilà. Donc ici, je vais vous montrer la face inférieure du cerveau. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Ben, on y voit, si je le mets déjà comme ceci, ce que j'ai en main là. Qu'est-ce que ce serait bien? Le cervelet, très bien. Ceci, c'est le cervelet, qu'on appelle aussi le petit cerveau, qui est donc à l'arrière, en dessous du lobe occipital. Et comme vous le voyez, il est aussi très fortement plissé. On a des plis tout petits, très très fins. Quelles sont les fonctions de notre cervelet? Je suis sûre que quand je vous dirai, quand il est inhibé, ce qui se passe, vous saurez très bien. J'ai entendu, pardon? L'équilibre, très bien, oui, c'est une des grandes fonctions. Et l'autre? Oui, la coordination des mouvements. Alors, donnez-moi un exemple, je suis sûre que vous l'avez déjà tous bien connu, un exemple de situation dans laquelle votre cervelet était fortement inhibé. L'alcool, exactement. Quand on est un peu éméché, pour parler correctement, qu'est-ce qui se passe? On inhibe notre cervelet. Les fonctions du cervelet sont inhibées et c'est pour ça que on ne marche plus très droit et on a aussi des problèmes un peu de coordination motrice. Vous devez mettre la clé dans la serrure, c'est un petit peu plus difficile, on réessaye 2-3 fois parce qu'on est moins précis dans le mouvement. Tout ça, c'est le rôle de notre cervelet. Les deux grands rôles du cervelet. Il est divisé en deux hémisphères, qu'on appelle des hémisphères cérébelleux, et au centre, on a le vermis. Donc ça, c'était pour les fonctions du cervelet. Je reviens sur ma base du cerveau. On voit d'autres choses très intéressantes ici aussi à la base du cerveau. Par exemple, si je vous montre ce fin filet ici, je ne sais pas si tu peux zoomer ou si on le voit suffisamment. Attends, je vais retourner, on le verra déjà mieux. Donc je me retrouve de nouveau à l'avant du cerveau. Regardez, ce fin filet ici, qui a été coupé par la dissection. De l'autre côté, il y en a aussi, mais malheureusement, la dissection l'a un petit peu abîmé. Mais ici, il est encore très beau. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que cela pourrait être? Fonction très importante, pas vitale, mais quand même intéressante, je vais dire. C'est le bulbe olfactif, le tractus olfactif. Donc, c'est grâce à cette région-là que vous avez votre sens de l'odorat. L'odorat est perçu notamment par des neurones qui se trouvent dans cette région ici, dans le bulbe en fait, et ensuite les axones vont dans le tractus olfactif vers d'autres régions du cortex associées à la reconnaissance alors des différentes odeurs. Donc ceci, c'est le tractus olfactif. Ensuite, vous avez ici une autre structure vraiment importante qu'on voit très bien à la base du cerveau. Tu peux peut-être zoomer dessus si tu veux bien. Est-ce qu'on le verra un peu mieux si on zoome encore? Oui, regardez ce que j'ai pris ici dans ma main, ceci, voilà. Ceci, ce sont vos deux nerfs optiques. Donc, ce sont les deux nerfs un qui vient de l'œil gauche, l'autre de l'œil droit, et qui vont se rejoindre ici au niveau de ce qu'on appelle le chiasma optique, l'endroit où se rejoignent, enfin, où les informations, je veux dire, optiques arrivent et vont croiser ou non en fonction de là d'où elles viennent. Mais en tout cas, ceci, ça fait partie donc, du système visuel dont les projections iront ensuite terminer leur parcours, je veux dire, au lobe occipital qu'on a vu tout à l'heure, qui est le siège de la vision. Donc ceci, ce sont vos deux nerfs optiques qui sont assez épais, comme vous le voyez. On voit alors plus à l'arrière d'autres nerfs, mais qui sont tellement petits, qui sont très difficilement visibles ici, donc je ne vais pas insister. Par contre, ce sur quoi je peux insister, c'est aussi la structure ici. Voilà. Là et là. Ça, comme vous le voyez, si je vous le montre bien, c'est une structure creuse comparée au nerf ici optique qui était une structure pleine, donc ça c'est plein d'axones. Hein. Ici, vous avez juste de part et d'autre, ici vous avez des grosses structures creuses. Qu'est-ce que ça pourrait être si c'est creux? Vous avez une idée? Ce sont des vaisseaux sanguins, évidemment. Ce sont des gros vaisseaux sanguins. Ceci, en fait, c'est la carotide interne, l'artère carotide interne, une à gauche, une à droite, qui assure une grande partie de la vascularisation de notre cerveau.
Ensuite, on a une autre artère importante ici à la base du cerveau, que l'on voit bien, oui, on la voit bien ici. Ça aussi, c'est une artère très importante qu'on appelle le tronc basilaire, qui, elle, va recevoir, enfin, elle naît du lien entre deux autres artères qu'on appelle vertébrales. Et en fait, cette partie de la vascularisation est importante pour la vascularisation de toute la partie postérieure de notre cerveau. Donc la partie occipitale, le lobe occipital dépend de cette partie-là, de ces vaisseaux-là, tout comme le cervelet, parce que vous avez des branches latérales qui vont quitter ces vaisseaux pour aller vasculariser différentes régions de la partie postérieure du cerveau. Que voit-on encore d'autre ici? Je vais le couper, comme ça vous le verrez un peu mieux. Parce que je vous ai parlé pour le moment du cerveau et principalement de sa surface et du cortex. Je vous ai montré le cervelet. Tout ça, ça fait partie d'un système qu'on appelle l'encéphale. Il ne faut pas confondre cerveau et encéphale. Le cerveau, c'est une partie de l'encéphale. Vous avez le cerveau, le cervelet, et il manque une partie dans l'encéphale qu'on va appeler comment? Pas la moelle épinière. La moelle épinière, c'est une autre partie encore de notre système nerveux central. Donc si je reprends, on a système nerveux central qui comporte l'encéphale et la moelle épinière. Et l'encéphale lui-même est constitué de trois grandes parties. Le cerveau que je viens de vous décrire, le cervelet qu'on vient de montrer ici, qui a un rôle dans l'équilibre et dans la coordination des mouvements. Et enfin, on va avoir une troisième partie qu'on appelle le tronc cérébral, qui est très, très importante. C'est une structure vraiment très importante pour le fonctionnement, je vais dire, de notre cerveau. Je vais le couper, comme ça vous le verrez mieux. Ici, je vais enlever... J'ai coupé une partie... Ah voilà, c'est très bien. Donc ici, j'ai en main le cervelet et une partie du tronc cérébral, qu'on va voir ici dans ça. Je vais enlever le vaisseau qui est dessus, et tout ça colle avec les méninges. Voilà. Ceci, c'est déjà une grande partie du tronc cérébral que l'on voit là. On a ici la partie la plus caudale, donc la plus basse de notre tronc cérébral, c'est ce qu'on appelle le bulbe rachidien, ou la moelle allongée, on appelle ça aussi. Pourquoi la moelle allongée? Parce qu'en fait, elle va se prolonger, cette structure-là se prolonge par la moelle épinière. Donc c'est là que va naître la moelle épinière qui court dans toute votre colonne vertébrale. On en voit d'ailleurs un peu le début ici de cette moelle épinière. Si vous voyez bien, on commence à voir la forme de la substance blanche et de la substance grise dans la moelle épinière. Regardez le diamètre de cette moelle, il est tout fin, hein. La moelle épinière, elle fait 1 cm, 1,5 cm de diamètre ovalaire. C'est très fin, c'est très petit. Donc ça, c'est le bulbe rachidien. Et alors ici, vous avez une autre partie du tronc cérébral, qui est la partie centrale du tronc, qu'on appelle le pont de Varol ou la protubérance, qui est donc ici. Pourquoi protubérance? Parce qu'elle bombe. Si je remets mon cerveau à sa place, vous voyez qu'elle bombe, le cervelet, pardon, elle bombe vraiment bien. Où est-ce qu'on est? Hop. Il faut que je me mette par rapport à la caméra. Voilà. Cette protubérance bombe vraiment vers l'avant, ici. Donc, on a le bulbe, la protubérance. Et enfin, plus en profondeur, on va avoir la troisième partie du tronc cérébral qu'on appelle le mésencéphale, qui est ici. C'est dans le mésencéphale que j'ai coupé. Et voici ici le mésencéphale en coupe transversale. Donc, ça, c'est la partie la plus haute du tronc cérébral. Je vous ai dit que le tronc cérébral était très important. Pourquoi est-ce important? Parce que vous allez y trouver notamment le centre de l'éveil cortical. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à différents niveaux de ce tronc cérébral, vous avez des noyaux, des groupes de neurones qui sont responsables de l'éveil cortical. Donc, du fait que vous ayez votre cortex à l'état d'éveil. Quelqu'un qui a son cortex qui n'est plus en éveil, il est dans le coma. Donc, et justement, quelqu'un qui a donc une lésion au niveau du tronc cérébral, ça peut être une vraie urgence médicale, vu que si le tronc cérébral est lésé, on peut avoir la fonction d'éveil cortical qui ne fonctionne plus, et donc du coup, on est en état de coma. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est important. Ça comporte aussi le centre de la
de la respiration, ça comporte aussi des neurones responsables de la mobilité, la mobilité de votre globe oculaire, ça comporte aussi des neurones qui sont responsables de la réception de la sensibilité de toute la face, donc une douleur que vous ressentez à une dent, pour savoir que c'est une dent, je sais pas, l'incisive supérieure gauche qui fait mal, pour savoir que c'est celle-là, donc ça c'est le cortex qui va pouvoir vous dire c'est mon incisive gauche qui fait mal, ben, toute cette information doit passer par des neurones qui se situent dans le tronc cérébral. Donc le tronc joue vraiment un rôle très important, rôle moteur, rôle sensitif, mais également rôle, comme je vous l'ai dit, d'éveil et de contrôle aussi de tout ce qui est système nerveux plus autonome, donc celui qu'on ne contrôle pas soi-même, mais qui est hyper important, très important pour notre survie, la survie de l'organisme. Alors, si je continue, je vais revenir. Donc ça, c'était pour la face inférieure du cerveau. Alors, je vais maintenant couper le cerveau en deux. Je vais couper au niveau de l'hémisphère, enfin de la scissure interhémisphérique. Voici ici la face médiane de mon cerveau. Donc l'avant est ici, l'arrière est ici, le lobe occipital est ici. Et j'ai coupé dans une structure qui maintient nos deux hémisphères ensemble, qu'on appelle, quelqu'un connaît ça? Comment est-ce qu'on appelle le gros faisceau qui fait la connexion entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit? Pas le thalamus, non. Ça s'appelle le corps calleux. Je ne sais pas si vous l'avez, si on vous en a parlé. Le corps calleux, ben, le voici, c'est une grosse structure ici de substance blanche qui va de l'avant vraiment jusqu'à l'arrière du cerveau ici et qui fait la connexion entre les deux hémisphères. Il y a un certain nombre d'années, bon déjà je veux dire plusieurs décennies, avant, quand un patient faisait une crise d'épilepsie, pour éviter que la crise d'épilepsie parfois ne se généralise à tout le cerveau, on a parfois coupé le corps calleux de certains cerveaux de patients épileptiques pour éviter que la crise d'épilepsie ne se propage à tout le cerveau. Donc il y a des patients qui ont eu leur corps calleux coupé, je vais dire, pour éviter justement une propagation d'une crise d'épilepsie. On ne fait plus ça aujourd'hui, il y a des médicaments, et donc on est passé à des méthodes bien plus simples, je vais dire. Si je peux dire ça comme ça, plus saine en tout cas pour le patient. Ici, j'enlève encore un peu des méninges. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur du cerveau? Ben, on voit notamment en dessous ici de mon corps calleux, j'espère qu'on voit bien, oui. Si j'ouvre un petit peu, on va voir quand même qu'il y a un espace ici, vous voyez, comme un orifice. Si j'écarte un petit peu, il y a un orifice, un trou. Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est normal, c'est pas du tout anormal d'avoir cette cavité plutôt ici. C'est ce qu'on appelle les ventricules. Vous avez certainement vu, quand vous avez vu l'anatomie du système nerveux, que notre encéphale comporte, notre cerveau comporte 4 ventricules, les deux ventricules latéraux, dont je vous montre un ici. Il y en a un dans l'hémisphère gauche, un dans l'hémisphère droit. Ici, on le voit moins bien parce qu'il est séparé par une membrane, donc je vais rester dans mon hémisphère gauche. Et ensuite, on va avoir de ce ventricule latéral, on va aller vers le 3e ventricule qui est très difficile à montrer parce qu'en fait, c'est le plus petit de tous et il est vraiment sur la ligne médiane, donc au milieu de votre cerveau. Il se place en dessous, je vais dire, du 3e, ici, vraiment. Mais il faut voir les deux hémisphères collés l'un à l'autre pour remarquer qu'il y a une légère ouverture, je vais dire, entre les deux. Et puis de là, on va partir vers je vais essayer de le voir si je ne le vois pas mieux sur celui-ci, sur l'autre demi-cerveau ici, vers l'aqueduc de Sylvius qui serait... Attendez, il faut que je le trouve. Voilà le 3e ventricule et voilà... Oui, on va avoir alors le 3e ventricule, on le voit mieux ici. Tiens, je n'étais pas tout à fait au milieu, on le voit bien ici. Donc je vais enlever le ventricule,
membrane qui sépare les deux ventricules l'un de l'autre. Voilà. Donc ici, je reviens sur mon ventricule latéral. J'ai ici le troisième ventricule. Ils communiquent entre eux par un tout petit trou qu'on appelle le trou de Monro, mais ça, c'est un détail pour vous aujourd'hui. Voilà, je passe mon stylet à travers le petit trou. Voilà. Et puis, on va passer du troisième ventricule vers le quatrième par un tout petit canal qu'on appelle le canal épendymère ou le canal de l'épendyle, qui est tout fin et qui va permettre alors, enfin qui va s'ouvrir, je vais dire, sur le quatrième ventricule que je ne sais pas vous montrer ici parce qu'il est au niveau du cervelet que j'ai enlevé. Pourquoi est-ce que je vous parle des ventricules? Parce qu'ils ont un rôle aussi. Qu'est-ce qui circule dans le ventricule? Est-ce que c'est vide? On a du liquide en fait qui circule dans tous nos ventricules qu'on appelle le liquide céphalorachidien. Céphalo parce que ça baigne tout l'encéphale et rachidien parce qu'il y en a aussi dans le rachis, donc au niveau de la moelle épinière et de la colonne vertébrale. Ce liquide, il est fabriqué justement dans ces ventricules par des structures qu'on appelle des plexus choroïdes et qui sont au fin fond, je ne sais pas si je vais en trouver ici, qui sont logés, enfin qui sont dans les ventricules. Je n'en vois pas ici. Est-ce qu'on voit ce que je fais? Oui, ok. Ah, peut-être ici, oui, attendez, voilà. Ça, ce sont les structures, ce que je sors ici, ce sont les structures qui sont responsables, voilà, ceci, c'est responsable de la sécrétion du liquide qui circule dans tout votre cerveau et qui va en fait baigner, donc il va passer d'un ventricule à l'autre, donc des ventricules latéraux, au troisième, au quatrième. Ensuite, du quatrième ventricule, il va pouvoir sortir par des petits orifices pour pouvoir aller entourer tout le cerveau en se localisant, je veux dire, juste en dessous de l'arachnoïde. Donc on a parlé des méninges tout à l'heure, dans l'espace qu'on appelle sous-arachnoïdien, donc en dessous de l'arachnoïde, tout ce liquide va venir se loger, ce qui va faire que votre cerveau va un peu se mettre comme s'il flottait dans votre boîte crânienne. Et à quoi cela sert-il de le flotter? Ça sert quand même à un petit peu, c'est une protection contre les chocs. Quand vous vous cognez la tête, c'est légèrement amorti quand même grâce à ce liquide céphalorachidien. Alors, je devais encore parler. Hop. Si je fais maintenant une coupe dans l'autre sens, je vais revenir. Ça, c'était deux comme ça. Ok. Je vais couper celui-ci maintenant en coupe, comme on va appeler une coupe frontale. Donc, je vais le couper dans le sens frontal ici. Je vais le faire au niveau ici. Voilà. Voilà, ceci c'est... Voilà. Donc ici, j'ai réalisé ce qu'on appelle une coupe frontale, ce qui nous permet de voir un peu les structures d'une autre, je veux dire, sur un autre point de vue. Et surtout, ça va déjà vous permettre de voir la différence entre ce qu'on appelle la substance blanche et la substance grise. Est-ce que ça vous parle? La substance grise, en fait, ce sont les corps cellulaires des neurones. Vous savez que dans notre cerveau, dans tout le système nerveux, on a des neurones et on a des cellules gliales. Ça, vous l'avez déjà entendu ce matin pour ceux qui étaient là ce matin. Les neurones, leur corps cellulaire constitue la substance grise et leurs axones myélinisés vont constituer la substance blanche. Alors, tout ce qui est cellules gliales se répartit aussi bien dans la substance blanche que dans la substance grise. Donc, les corps cellulaires des neurones forment la substance grise et ils sont vraiment localisés ici à la surface. On voit bien? Oui. À la surface ici de notre cerveau, donc au niveau du cortex, votre cortex cérébral, il fait quelques millimètres ici d'épaisseur et il est constitué donc de corps cellulaires neuronaux. Et quand on vous dit fais un peu fonctionner ta matière grise, fais un peu fonctionner tes neurones, c'est de ça qu'on parle, de cette région ici, c'est très fin, c'est quelques millimètres à peine d'épaisseur, et vous avez donc ce cortex ici qui est très bien organisé. Ça, je ne vais pas commencer à rentrer dans ces détails-là.
Donc ça, c'est la substance grise. Et en dessous, on va avoir la substance blanche, qu'on distingue quand même pas mal ici. On voit quand même la différence de couleur. Donc dans cette région-là, on va avoir de nombreux axones qui vont permettre à l'information qui doit quitter le neurone d'aller soit d'une région du cortex à une autre région du cortex, soit du cortex carrément descendre à travers le tronc cérébral pour aller ensuite vers la moelle épinière. Tout ça doit être connecté, donc ça passe par la substance blanche. Ou alors, ça doit aussi passer parfois de l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit. Et pour ça, vous avez des fibres de connexion, des commissures, comme on les appelle, qui vous permettent de connecter les deux hémisphères, comme on l'a déjà parlé, le corps calleux, que voici ici en coupe frontale. Donc voilà à quoi ressemble ici le corps calleux. Alors ici, on retrouve notre scissure de Sylvius avec, j'enlève un peu les méninges qui sont embêtantes ici, notre scissure de Sylvius avec ici le lobe temporal qui est juste en dessous. Et si je vais en profondeur ici du sillon de Sylvius, je tombe ici, enfin j'arrive ici sur une partie du cortex dont je n'ai pas encore parlé, mais qui joue un rôle important aussi, et qui est un des lobes dont je n'ai pas encore parlé aujourd'hui. Donc on a parlé des 4 lobes frontal, pariétal, occipital, temporal. On a parlé du lobe limbique, mais il nous en manque un. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je veux parler? Oui, j'ai entendu le nom, l'insulaire ou l'insula. Le lobe insulaire, c'est cette région-ci ici du cerveau, du cortex, la substance grise ici en profondeur du sillon de Sylvius. Alors, à quoi sert, quelle est la fonction de cette région? On n'en connaît pas encore toutes les fonctions, mais on sait quand même, par exemple ici, on sait qu'elle joue un rôle notamment dans le goût et, par exemple, dans la réaction que vous pouvez avoir. Enfin, je sais pas, allez, on va arriver, pour donner un exemple bien plus concret, on arrive à la période de Pâques, du chocolat, vous arrivez devant une pâtisserie, vous adorez ça, vous passez devant une pâtisserie où l'odeur de chocolat, les œufs en chocolat sont là et vous avez presque déjà, sans avoir mis le chocolat en bouche, vous avez quasiment le goût du chocolat déjà en bouche alors que vous n'en avez même pas encore, vous n'avez pas encore goûté. Vous avez cette sensation aussi agréable qui fait que ça, c'est notamment le rôle de l'insula. Ou alors vous détestez l'odeur du poisson, vous allez sur le marché et ça vous dérange. Ces sensations agréables ou pas, en fonction de ce que vous aimez ou pas, sont en fait gérées par cette région qu'on appelle l'insula. Donc en profondeur du lobe limbique ici. Alors, oui, j'en reviens à ma substance grise et ma substance blanche, donc avec mes différentes régions. En fait, dans la substance blanche, on a des fibres qui, comme je vous l'ai dit, vont permettre la connexion entre différentes régions du cerveau. Tout ça, enfin du cortex. Tout ça parce que notre cerveau est organisé en différentes, comme je l'ai dit tout à l'heure, en différentes aires fonctionnelles. Vous avez l'aire responsable de la motricité, tout ce qui est prémoteur, l'aire responsable de l'audition, de la vision, tout ça est très bien organisé et tout ça doit communiquer. Toutes ces régions doivent communiquer entre elles. Elles communiquent grâce à des fibres de substance blanche qui passent, qu'on appelle des fibres en U, des fibres de connexion, qui vont permettre la connexion entre ces différentes aires fonctionnelles de votre cortex. Vous avez aussi des fibres qu'on appelle de projection, et notamment une importante, c'est les fibres qui passent par la capsule interne ici, un gros faisceau de substance blanche qu'on peut distinguer ici, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Hop. Oui, on le voit quand même, la substance blanche ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la capsule interne. Pour ceux qui ont peut-être un cours de bio plus poussé, je ne sais pas si on a le temps de le voir, mais ça, c'est un gros faisceau de substance blanche. C'est là que les axones, par exemple, un ordre moteur qui vient de votre cortex moteur, qui doit aller jusqu'à la moelle épinière pour faire bouger tel ou tel muscle, va passer par cette capsule interne. Et ensuite, vous avez, comme je l'ai dit, les fibres de connexion, les fibres commissurales qui permettent la connexion entre les deux hémisphères, mais ça, j'en ai déjà parlé. Alors, il y a une région ici au centre dont je n'ai pas encore parlé. Qu'est-ce que ce serait bien? De quoi s'agit-il? De part et d'autre, en fait, du troisième ventricule. On le voit un peu mieux ici. Je vous ai dit, le troisième ventricule est vraiment sur la ligne médiane. On l'a vraiment bien ici, au centre, le troisième ventricule. De part et d'autre, on a
gros noyau, je vais dire, de substance grise qu'on appelle le thalamus. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de ce nom-là déjà, mais voilà, le thalamus, il est ici. Donc c'est un noyau à gauche, un gros noyau à droite. Lui, il va servir, il est organisé en toute une série de sous-noyaux dont je vous passe les détails aujourd'hui, mais son rôle principal, c'est un rôle de relais. Un relais dans le système nerveux, ça veut dire un endroit où on va faire une synapse. Donc une communication d'un neurone à un autre. Et relayer quoi, par exemple? Une information visuelle qui arrive, donc qui arrive sur votre rétine, qui traverse tout le cerveau pour arriver à votre aire visuelle primaire dans le cortex occipital. Ensuite, elle est analysée par des aires secondaires, visuelles secondaires, qui permettent d'interpréter ce que vous voyez. Et puis, pour que ce soit reconnu et que vous sachiez, vous pouviez aussi dire aussi ce que vous voyez, tout ça doit arriver, doit être relayé au niveau du thalamus. Je reviens sur mon discours ici. Simplement, une information visuelle qui arrive sur votre rétine, avant d'arriver au cortex occipital, doit faire relais dans le thalamus. Tout comme une information auditive. Donc pour le moment, vous recevez des informations auditives dans votre aire temporale ici, aire auditive au niveau du cortex temporal. Cette information doit être reçue au niveau du cortex. Et avant d'arriver au cortex, elle va passer dans le thalamus. Donc oreille, thalamus, cortex temporal. Donc c'est un rôle de relais. Une autre structure dont je n'ai pas encore parlé est située, elle, plus dans le lobe temporal et fait partie du lobe limbique. Elle est située ici. Je ne sais pas si on la voit. Donc cette région-ci, ici. Ça s'appelle l'hippocampe. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette région, l'hippocampe, qui fait partie du lobe limbique et dont la principale fonction est la mémoire? Les neurones qui sont dans l'hippocampe sont les premiers neurones à dégénérer chez une personne qui est atteinte de la neurodégénérescence d'Alzheimer, donc de la maladie d'Alzheimer, qui est caractérisée notamment par des pertes de mémoire. Donc on a l'hippocampe ici à gauche et à droite, qui est le siège aussi, et ça c'est important, même si ça vient tout récemment d'être remis en question, mais jusqu'à il y a 15 jours, je dirais, on a toujours appris, depuis tout petit, qu'on est avec un certain capital, un certain nombre de neurones à la naissance. On en a un certain nombre, et on ne fait que les perdre avec le temps, avec l'âge. Tout ce dogme, je vais dire, parce que c'était un véritable dogme, a été remis en question dans les années 80 plus ou moins, où on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une certaine neurogenèse, c'est-à-dire une génération de nouveaux neurones, une naissance de nouveaux neurones. Et cette neurogenèse est notamment réalisée au niveau de cet hippocampe. Alors vous imaginez les espoirs que cela a pu générer chez les chercheurs et chez les neurologues également, qui se disaient, si on stimule cette neurogenèse, on va pouvoir remplacer les neurones qui meurent dans la pathologie d'Alzheimer et on va pouvoir restaurer peut-être certains déficits cognitifs chez ces patients. C'était quand même c'était un pari, mais bon. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de stimuler, en recherche, on a essayé de stimuler cette neurogenèse. Et on y est arrivé en faisant quoi? En faisant notamment, ça c'était chez des rongeurs évidemment, on les fait, si vous mettez des rongeurs, des petites souris dans une cage neutre, je vais dire, sans rien de spécial, et une autre souris dans une cage où elle peut faire de l'exercice, vous lui mettez une petite roulette et elle commence à s'amuser sur sa roulette, vous lui mettez un environnement qu'on appelle enrichi, des petits tunnels dans lesquels elle peut s'amuser, des choses comme ça. Cette souris, si elle y reste un certain temps, va pouvoir, si on regarde après, on a des techniques au laboratoire pour voir la naissance de nouveaux neurones, on peut voir des cellules qui prolifèrent, tout ça sont des détails que je passe, mais on a pu voir que la neurogenèse, donc il y avait plus de nouveaux neurones chez les souris qui avaient fait de l'exercice. Donc on s'est dit super, on va appliquer ça à l'homme aussi. Mais bon, ça n'a pas spécialement marché. Et malheureusement, malheureusement ou heureusement, ça c'est les aléas de la recherche, il y a une quinzaine de jours, un scientifique renommé a
semble avoir montré que cette neurogenèse chez l'adulte, en tout cas au niveau de l'hippocampe de l'adulte, n'est pas tout à fait réelle. Donc, on est toujours dans... Voilà, ça, c'est les aléas de la recherche. C'est pas certain maintenant qu'il subsiste une neurogenèse, en tout cas au niveau de l'hippocampe adulte. Ça, c'était une petite parenthèse. Alors, il y a une autre structure dont je n'ai pas encore parlé depuis le début et qui joue un rôle hyper important aussi. Ben, on le voit un petit peu ici, oui, je vais rester. Je vous ai parlé du thalamus, mais juste en dessous, il y a une autre structure, une autre partie, je veux dire, d'autres noyaux très importants qu'on appelle hypothalamus. Pourquoi? Parce qu'ils sont situés juste en dessous du thalamus. L'hypothalamus, ben, voilà, donc il est situé en dessous, voilà le thalamus, voilà l'hypothalamus ici, juste en dessous. Cet hypothalamus, à quoi sert-il? Ça, vous en avez certainement entendu parler à votre cours de biologie. Je m'interromps. Ok, pas de souci. On va faire une petite interruption pour accueillir Monsieur le ministre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je rallume. Je ne sais pas parler sur le micro là. Si. Si, hein. Bien, ça va aussi. Merci. Je vous en prie. Vous allez faire la promotion de la semaine. Oui, oui. Donc, je vais être relativement bref. Il me semblait qu'après 1 heure d'écoute d'un sujet extrêmement intéressant, un peu de respiration était peut-être le bienvenu. Parce que même si tout le monde est hyper concentré, c'est parfois bien de se dire, voilà, on prend la respiration. Ce qui nous est exposé est magnifique. Et moi, je voudrais vous dire que je suis toujours émerveillé et de la compétence et de la connaissance de nos scientifiques. Alors vous êtes là, vous êtes manifestement extrêmement intéressés par le sujet dont nous parlons, et vous avez bien raison. Le cerveau est un organe que l'on connaît encore relativement mal, je vais le dire, même si vous ne voudrez pas être discourtois à l'égard de ceux qui travaillent tous les jours dessus, dans la mesure où les interconnexions, et je dirais surtout dans un monde où le vieillissement est important, le cerveau deviendra de plus en plus un sujet central dans la mesure où les AVC et plein d'autres maladies, vous avez parlé d'Alzheimer, sont des sujets cruciaux sur la qualité de vie. Et comment peut-on vieillir en gardant une qualité de vie, en gardant aussi une qualité de réflexion. Alors aujourd'hui, ce n'est pas vous que je dois convaincre de venir regarder, enfin, je ne sais pas si vous avez subi une pression de vos professeurs ou d'autres pour être là, je ne doute pas que non, mais de venir écouter cette conférence qui est magnifique. Mon seul propos aujourd'hui est de dire d'aller au bout de vos rêves. La vie est suffisamment difficile et merveilleuse que pour que vous alliez au bout de vos rêves. Je vois que certains profitent de la récréation pour faire d'autres choses, mais ça fait partie de la vie. Alors nous allons faire 2 choses essentielles dans les jours qui viennent. La première, c'est le printemps des sciences. Fête des sciences, c'est gai les sciences, même si j'ai mal tourné en devenant un homme politique et après avoir fait le droit. Donc c'est 2, comme je le dis souvent, j'ai fait 5 ans de droit et tout le reste de travers. Mais d'habitude certains rient, mais bon, passons, on peut se planter. C'est de dire que avant ça, je vais essayer de récupérer quand même la salle. Avant ça, j'ai fait latin maths. Et je suis toujours heureux d'avoir étudié et le latin et les maths.
parce que ça m'a donné une connaissance et des bases extrêmement intéressantes. Et ces bases, elles auraient pu me conduire, je n'ai pas fait ce choix, à aller vers ce qu'on appelle les sciences dures. Mais je dirais qu'aujourd'hui, notre société offre à tous ceux qui font des sciences un débouché professionnel, que ce soit en mathématiques, avec les algorithmes par exemple, les sciences de l'ingénieur, la biologie, la chimie, la physique, la médecine, même si nous savons que c'est un peu compliqué pour l'instant. Ce sont des matières qui ne sont pas plus compliquées que les autres, mais qui requièrent simplement des prérequis que vous pouvez acquérir. Et laissez-moi vous donner un conseil, faites des sciences, vous aurez demain la capacité de trouver un emploi, mais aussi de valoriser votre vie d'une manière exceptionnelle. Et l'enthousiasme qu'on vient d'entendre pendant moi une demi-heure, mais vous étiez là avant, me fait chaud au cœur. Le deuxième élément sur lequel je voudrais insister, c'est Image et Santé. Ce festival tout à fait unique quasi au monde, qui montre non seulement des interventions chirurgicales, alors il faut aimer voir ce genre de choses, certains aiment, d'autres moins. Comme j'ai un père vétérinaire, moi ça a quand même été, je peux vivre avec ça. Mais c'est plein d'autres choses, Image et Santé, c'est comment on ambitionne sa santé. Nous savons tous, et vous le saurez encore plus que nous, en tout cas plus que moi, que l'environnement, les perturbateurs endocriniens sont des éléments essentiels et que nous devons absolument être attentifs à cela. Alors, je ne vais pas être plus long, j'avais promis d'être simplement la récréation, ce qui vous permet de faire autre chose pendant quelques instants, de vous dire que vraiment, au moment où vous ferez votre choix de vie demain, c'est d'être attentif à tous ces éléments. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous rends à quelqu'un de bien plus brillant que moi qui va continuer à vous émerveiller. Merci de m'avoir écouté pour ceux qui l'ont fait et bon après-midi. Pardon? Oui, on continue encore un petit peu. Ça va être bientôt fini, mais on va continuer un petit peu. Je re-switch vidéo. Je regarde un peu si ça peut la rallumer. Ah, ça va, allumé. Ok. Voilà. Je vais donc reprendre ma petite histoire. Nous en étions, si vous vous souvenez, à l'hypothalamus, qui est cette structure située donc sous le thalamus, d'où son nom, et qui joue un rôle dans notre système nerveux, je veux dire, qui n'est pas le système nerveux volontaire qu'on appelle somatique, mais qui est plutôt notre système nerveux autonome, celui que l'on ne contrôle pas nous-mêmes, celui qui est responsable de la température corporelle, celui qui est responsable de notre rythme circadien, celui qui est responsable du rythme cardiaque, de la sécrétion de telle ou telle hormone. Tout ça est régulé par notre système nerveux qu'on appelle le système nerveux autonome. Et le régulateur central de ce système nerveux autonome, c'est l'hypothalamus, donc qui est situé, comme je vous l'ai dit, on le voit ici, est-ce qu'on voit bien? Donc il est à la base du thalamus, donc il est dans cette région-ci vraiment, ici, et il s'étend un petit peu évidemment de l'avant à l'arrière du cerveau, ici on n'en voit qu'une partie. Et il est important, comme je l'ai dit, pour
Il règle notamment notre horloge interne, donc notre rythme circadien jour-nuit, et aussi la sécrétion de certaines hormones via le lien que l'hypothalamus a avec l'hypophyse, qui est cette petite glande qui a été coupée ici à cause de la dissection, donc je ne pourrais pas vous la montrer, mais l'hypophyse est responsable notamment de la sécrétion de l'hormone de croissance, des hormones sexuelles. Tout ça est réglé donc, par l'axe qu'on appelle hypothalamo, donc l'hypothalamus, hypophysaire, donc l'hypophyse qui est la petite glande située juste en dessous, que je ne sais pas vous montrer ici. L'hypothalamus régule aussi la sensation de faim, la sensation de soif, donc c'est vraiment un noyau très très important pour la survie, je vais dire, de l'organisme. Je veux dire que le système nerveux qui est volontaire, qu'on appelle somatique, il est responsable plus de votre interaction avec l'environnement, alors que le système nerveux autonome, régulé par l'hypothalamus, il va être plus responsable de la survie de l'espèce, puisqu'il régule notamment aussi les fonctions sexuelles. Donc ça, ce sont vraiment deux systèmes, je veux dire, qui cohabitent très bien ensemble, le somatique et l'autonome, et qui permettent, je vais dire, la survie de l'organisme et son interaction avec l'environnement. J'en viens à une dernière partie. Est-ce qu'on les verrait peut-être mieux ici? Bon, ça revient au même. Alors, je dois encore vous parler d'autres structures de substances grises qu'on va retrouver en profondeur ici dans le cerveau, que l'on voit notamment ici. Je sais pas. Ok, on les voit. Donc, cette région-ci, ici du cerveau, ici, tout comme là, ça, ce sont ce qu'on appelle des noyaux, comme on appelle les noyaux gris de la base, ou des noyaux striés, on les appelle aussi. Ils ont un rôle important dans tout ce qui est préparation et initiation d'un acte moteur. Donc, ce sont des neurones qui sont importants pour pouvoir commencer, démarrer un mouvement. Et quand ces neurones ne sont plus très bien contrôlés et quand ils dégénèrent, on est atteint d'une autre pathologie que vous connaissez tous aussi. De laquelle est-ce que je parle? Exactement, c'est très bien. Du Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est une maladie du système nerveux moteur qui fait que le patient, il ne fait pas que trembler. Si vous observez un parkinsonien, il va trembler, ce qu'on appelle des tremblements au repos, mais il va aussi avoir des difficultés pour initier un mouvement. Il va aussi avoir ces mouvements de moins grande amplitude. Vous lui demandez, par exemple, ça se verra notamment, le neurologue, quand il reçoit un patient, il lui demande par exemple d'écrire. L'amplitude de ces lettres sur le papier va diminuer au fur et à mesure de l'avancée de la maladie. Il va écrire de plus en plus petit, à la fin ce sera illisible, tout simplement parce qu'il n'aura plus la capacité de bien initier certains mouvements. Donc tout ça est géré par les neurones qui se trouvent dans cette région-ci du cerveau qu'on appelle les noyaux gris de la base. Et aussi, ces noyaux, en fait, sont eux-mêmes en connexion avec d'autres noyaux qu'on voit très bien ici, qui sont dans le mésencéphale. Souvenez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure du tronc cérébral avec sa partie la plus supérieure qu'on appelle le mésencéphale, qui est ici, et on les voit même très bien ici. Si vous voyez, attendez, je vais bouger ça parce que ça c'est un vaisseau, voilà. Si on l'observe bien, on voit ici deux traits un peu plus foncés. Vous voyez ça, là? Ces traits plus foncés noirs s'appellent tout simplement la substance noire dans le mésencéphale. Et cette substance noire contient les neurones qui vont activer les fameux neurones qui sont dans les noyaux gris de la base et qui vont permettre l'initiation d'un mouvement. Et dans la pathologie de Parkinson, ce sont ces neurones-là ici qui dégénèrent. Donc ici, on pourrait dire que la personne qui a généreusement donné son cerveau ici à la science, n'est certainement pas décédé de Parkinson parce que ces neurones de substance noire sont toujours bien présents. On la voit toujours très très bien. Alors, je vous ai parlé, oui, en lien justement avec le Parkinson. Donc, je vous ai parlé du cerveau ici qui comporte de la substance grise avec des corps cellulaires de neurones. Est-ce que vous connaissez d'autres régions de votre corps humain qui comporte aussi des neurones? Donc, si on sort du cerveau et de la moelle épinière, mais on sort du système nerveux central, on va dire. Pas vraiment dans la colonne. Enfin, dans la colonne vertébrale, tu as la moelle épinière qui fait partie du système nerveux central, qui comporte des neurones. Mais maintenant, je sors complètement du système nerveux.
L'estomac, j'ai entendu, c'est pas faux. Et encore, pas vraiment partout, mais bon, l'estomac, oui, l'intestin également. Et en fait, donc on a des noyaux en fait, de neurones qui se trouvent dans l'intestin comme dans l'estomac. Ça s'appelle des plexus, en termes un peu plus scientifiques. Et on émet depuis maintenant une dizaine d'années une nouvelle hypothèse, en tout cas pour la maladie de Parkinson, que ce sont les neurones au niveau de l'intestin qui seraient les premiers atteints par... On ne sait pas encore la cause. La maladie de Parkinson, on n'en connaît pas la cause, on en connaît les conséquences, mais pas encore la cause. Mais on pense que ce sont ces neurones-là qui sont les premiers atteints, qui ont des connexions avec le tronc cérébral, notamment en passant par un nerf qui s'appelle le nerf vague, et qui, cette dégénérescence commencerait dans l'intestin, prendrait plusieurs décennies avant d'atteindre vraiment le cerveau, et puis là, ça prend encore un certain temps avant vraiment d'atteindre les fonctions et d'avoir vraiment les fonctions motrices et d'avoir vraiment les symptômes moteurs qui apparaissent chez le parkinsonien. Tout ça pour vous dire que quand on développe une maladie de Parkinson, on est déjà malade depuis bien longtemps, mais on ne le sait pas. Quelqu'un qui commence à trembler, qui commence à avoir des problèmes d'initier un mouvement, il a déjà perdu environ, on va dire presque 60 à 70% de ses neurones comme responsables, je veux dire, de l'activité de ces noyaux gris de la base. Et on pense en fait que la maladie commence dans les neurones de l'intestin. Pourquoi est-ce qu'on pense ça? Parce que ces neurones-là sont plus impliqués dans la perception, notamment, reçoivent, je veux dire, plus facilement tout ce qui est lié aux pesticides. Vous avez peut-être déjà entendu qu'on fait parfois le lien entre développer le Parkinson et l'exposition qu'on a eue à certains pesticides. Ben, les pesticides, ben, malheureusement, on les mange. Vous avez entendu ça ce matin avec Madame Parent. Ils sont partout. C'est la cause, c'est le premier perturbateur endocrinien, c'est bien le pesticide. Il y en a dans les aliments, donc ça passe dans l'intestin. Et on pense que ce serait une des causes, ça pourrait être une des causes de début de dégénérescence de ces neurones-là. Et puis, ça se propagerait via le nerf vague alors au cerveau. Mais tout ça pour vous dire que ça prend plusieurs dizaines d'années entre le début de la maladie et les symptômes. Je pense que j'ai raconté tout ce que je voulais raconter. Oui, tout d'abord, je veux aussi vous laisser peut-être un peu la parole. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais oublié de mentionner et que vous voudriez voir ou entendre, ou une explication? J'ai oublié quelque chose. Le langage. Voilà, les aires du langage, pardon. Les aires du langage, je vais prendre pour ça un hémisphère gauche. Pourquoi est-ce que je prends l'hémisphère gauche? Parce que donc vous savez qu'environ 85% de la population est droitière, ce qui veut dire que son hémisphère dominant est l'hémisphère gauche. Dans cet hémisphère gauche, on va trouver notamment les centres du langage. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, j'entends un centre qui est localisé tout près de l'aire auditive. Ici, on se retrouve de nouveau, donc voilà le lobe temporal avec l'aire auditive primaire que je vous ai décrite tout à l'heure. Juste à l'arrière de cette aire auditive primaire, on a une aire qui est celle qui nous permet de comprendre tout ce qu'on entend. Parce que bon, ça ne sert à rien de juste l'entendre, il faut aussi l'interpréter, il faut le comprendre. Vous avez appris tous le français, puisque vous me comprenez aujourd'hui. Donc pour décoder et comprendre ça, vous avez besoin de cette aire qu'on appelle l'aire de Wernicke. Wernicke, c'est juste la personne qui l'a découverte et qui lui a donné son nom. C'est un anatomiste qui lui a donné son nom. Donc ça, c'est l'aire, elle est bien placée, puisque regardez, elle est placée tout près de l'aire auditive. Elle est aussi pas loin de l'aire visuelle, donc c'est une aire réceptrice. C'est tout à fait logique qu'elle soit dans ce qu'on appelle ce fameux carrefour temporo-pariéto-occipital. C'est une intégration de certaines informations, ici une information auditive notamment. Et puis alors, vous devez aussi produire du langage. Ça, c'est ce que je suis en train de faire. Pour ça, il vous faut une aire qui va évidemment être plus frontale, puisque produire du langage, ça demande un acte moteur. Donc tout ça va se trouver dans le lobe frontal, plus à l'avant, dans une aire qui est située plus ici, en avant de l'aire, donc dans le lobe frontal, plus ou moins vers ici, qu'on appelle l'aire de Broca. Elle vous permet de produire le langage.
Et alors ces deux aires sont connectées entre elles par un faisceau de substances blanches, évidemment. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de gens qui font un AVC et qui ont perdu le langage. C'est quoi un AVC? C'est un accident vasculaire cérébral. Ça veut dire que chez ces patients-là, l'artère qui est responsable de la vascularisation de cette région-ci du cerveau, qui est l'artère cérébrale moyenne, a été le siège de cet accident vasculaire. Donc, et du coup, l'artère ayant, entre guillemets, ayant pété, si je peux appeler ça comme ça, ayant éclaté, du coup, l'irrigation vasculaire ici de cette région ne se fait plus bien, et c'est pour ça que les neurones ici de l'aire de Broca et ou de l'aire de Wernicke ne seront plus suffisamment irrigués et donc n'auront plus assez d'oxygène. Or, les neurones dépendent de l'oxygène, dépendent énormément pour leur survie et pour leur bon fonctionnement de l'oxygène. Donc, si vous avez un manque d'oxygénation, ces fonctions-là sont perdues. C'est pour ça que, très souvent, quelqu'un qui a un accident vasculaire cérébral dans son hémisphère gauche risque de perdre le langage, que ce soit la compréhension, c'est ce qu'on appelle une aphasie de Wernicke, ou alors même la production du langage, si c'est plus la partie frontale qui est atteinte. Donc ça, c'était pour le langage. Maintenant, on a encore découvert d'autres réseaux de substances blanches qui peuvent faire communiquer aussi ces régions-là et qui jouent un rôle dans le langage aussi, mais ça, c'est encore du domaine de la recherche. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un voudrait que je réponde à l'une ou l'autre question? Oui, mademoiselle. Ah, vous voulez le toucher? Le problème, c'est que je n'ai pas apporté de gants pour tout le monde, parce que j'avais dû apporter des paires de gants. Et comme ça a été fixé au formol, je préfère quand même pas que vous les touchiez. Ça a été rincé et tout. Par contre, tu peux venir voir de près. Après, vous pourrez venir voir de plus près, prendre l'une ou l'autre photo si vous désirez. Mais les toucher, je préfère pas, vu que c'est bon, c'est pas. Oui, attendez, il y a encore une question. Oui. L'origine de la sclérose latérale amyotrophique, c'est la question. D'abord, je vais dire ce que c'est que la sclérose latérale amyotrophique, parce que tout le monde ne le sait pas. C'est une pathologie qui touche les neurones moteurs et qui fait que c'est une neurodégénérescence motrice qui touche les neurones moteurs qui sont soit dans la moelle épinière, donc du coup le patient, au fur et à mesure de sa dégénérescence, ne pourra plus mobiliser ses membres inférieurs et supérieurs, et ça touche aussi des neurones moteurs qui se situent dans le tronc cérébral, et donc du coup c'est une maladie qui progresse inexorablement vers le décès du patient, de par le fait qu'à la fin, les neurones qui permettent la respiration et donc le mouvement du diaphragme meurent aussi et le patient va décéder. Les causes, on ne les connaît absolument pas. Il n'y a pas... On a fait des recherches, il y a il y a plusieurs gènes qui sont impliqués dans la pathologie, il y a des modèles en recherche, c'est une recherche très active pour le moment, mais on ne connaît toujours pas ni la cause et surtout il n'y a pas de traitement. Donc désolé, mais il n'y a encore rien là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, ceux qui le désirent peuvent venir voir un peu plus près encore si vous voulez. Autrement, j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup.